Radio J. Les invités de Lise Gutmann. Radio J. Ce matin, je reçois un invité, mais 2 livres. C'est pas tous les jours que ça m'arrive. Joseph Farnel, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, vous êtes avec nous pour nous présenter vos 2 derniers ouvrages. Et on va commencer par parler mode. La belle histoire du prêt-à-porter, 1950-2000. Joseph Farnel, créateur de mode, paru chez MJW. Fédition. Alors, un très très beau livre, un livre haut en couleur, à savourer. Ce n'est pas un roman, c'est un livre avec des photos, avec l'histoire de ce qu'on a porté. Et quelque part, évidemment, ce livre est passionnant parce que vous, Joseph Farnel, vous avez été précurseur. D'abord, vous avez été précurseur au niveau du quartier parce que vous avez inventé la modernité du Marais avant que ça existe. Exact. On peut le dire. C'est assez gentil. Voilà, mais c'est vrai, c'est vrai. Et puis, vous avez également pris en compte, à l'époque où vous avez démarré dans le prêt-à-porter, non seulement les femmes, vous aimez les femmes, les hommes également, Je les aime vous aussi, mais les pas de la habillez, même façon. mais surtout, vous avez habillé aussi les enfants. Ouais. Et ça laisse des traces parce qu'à une époque, il n'y avait pas de beau prêt-à-porter. Pour les enfants, c'était souvent très kitsch où c'était les grands-mères tricotaient des chandails, etc. Vous les avez vêtus, vous les avez habillés. Alors, comment est-ce que tout ça a démarré, Joseph Farnel? Ben, c'est pas compliqué. D'abord, vous parlez de prêt-à-porter. Moi, je vais dire confection à Oui, l'époque. oui. À l'époque... En même temps, c'est le titre de votre livre. non, mais j'entends bien. Ouais, mais, ouais. mais au départ, c'était de la confection. Oui. Lorsque j'ai commencé, c'est un peu après la guerre. D'ailleurs, j'ai commencé comme vendeur au Carreau du Temple. Peut-être que certains se souviennent de Moi, ce je m'en que c'est. souviens, oui. Ouais. Et mais j'étais coquet. J'ai donc quitté l'école parce que tout ce qu'il y avait pour m'habiller, et c'était lourd, c'était moche, c'était après la guerre, bien sûr. On n'avait pas de matériel, il n'y avait pas de tissu, il n'y avait pas de choses. On faisait tout et n'importe quoi. Et mon père avait un petit atelier de confection. Et je suis rentré chez lui, je lui ai dit, voilà papa, je veux apprendre ton métier. Il m'a dit, bon, ben, allons-y. Mais seulement, tout ce que je voulais faire fabriquer, c'est ce que j'avais envie de porter, parce que j'étais même pas relativement, j'étais très coquet, ce que j'avais envie de porter. Et à partir de ce moment-là, j'ai lentement, difficilement, changé un peu la structure du vêtement lui-même qui était trop lourd. Alors Puis, vous l'avez démocratisé aussi. On comprend cela. Ben oui, parce qu'à partir du moment où on fait des dessins de mode pour qu'ils soient dans la rue, Oui. automatiquement, il faut qu'ils soient démocratisés. Mais il faut aussi qu'ils soient perçus et reçus. Et Bien sûr. Et c'était tout ce qu'on faisait à l'époque était trop lourd. Alors, vous avez justement allégé cette mode, vous avez allégé les tissus, vous avez vraiment fait rentrer le prêt-à-porter et la confection. Je redis ce mot, mais c'est important en ce qui vous concerne, dans la modernité. Alors, où est-ce que vous étiez? On parlait du Marais tout à l'heure. Où est-ce que vous étiez situé? Rue Charlot, Voilà. près du Carreau du Temple. Près du Carreau du Temple. Ouais. Voilà, dans ce qui est aujourd'hui un quartier devenu un quartier bobo Ah et oui. très chic. Ouais. À l'époque, il y avait encore beaucoup de fabricants. Mais il y avait que ça. Il y avait que ça, D'ailleurs, oui. le quartier de la rue Charlot, rue Turenne, était spécialisé pour l'homme. La femme, c'était plutôt c'était plutôt... je me souviens plus de l'arrondissement, mais ça va me revenir. Enfin, quoi qu'il en soit, c'était autre part. C'était pas au même endroit. Alors, justement, il y a des photos absolument magnifiques qui expliquent le travail réalisé avec les ouvriers de l'époque, avec Des vos vrais employés, tailleurs. des vrais tailleurs. Ouais. Et ce n'était pas rien. Et un vêtement bien fait comme vous le faisiez, ça peut durer une vie.
Complètement. On est Il d'accord. m'arrive même de porter des vêtements que j'ai fabriqués moi-même il y a 30 ans. Mais oui, c'est Parce pour que- ça. Parce que la mode c'est une chose, mais c'est par cycle de toute façon. Bien sûr. La griffe Orly, de quoi s'agit-il? Orly, ben, c'était, comment dirais-je, ma première ambition, la première marque que j'ai déposée, parce que j'étais petit fabricant, tout petit fabricant, mais je voulais jouer dans la cour des grands. Alors j'ai lancé une marque qui s'appelait Orly, et à l'époque, c'était plutôt drôle, parce qu'il y avait toujours des slogans. Orly, l'envol de l'élégance masculine. Ah, ouais. Aujourd'hui, ça fait regard, mais à l'époque, c'était très important. Bien sûr. Alors, les enfants, les habillés, comment est-ce que c'est arrivé? Ben, j'ai 2 garçons. Qu'on salue au passage. Je voyais de la façon dont ils étaient habillés, ça me plaisait pas du tout. J'allais dans les magasins, je trouvais rien. Et un jour, j'ai décidé de leur couper des pantalons. Parce que vous savez, le dimanche, les enfants s'habillaient avec un costume croisé, une cravate. Ils ne pouvaient pas jouer parce que sinon, ils recevaient des coups parce qu'ils se salissaient. Donc, j'ai voulu les décontracter. Et d'ailleurs, je suis à l'origine d'une jean pour enfants. Mais oui, Je suis à c'est vous l'origine. qui êtes à l'origine. J'attendais que vous nous le disiez, du jeans pour les petits. À l'époque, ça ne se faisait Ils ont pas. été très décontractés, ils Oui. étaient très beaux. Et je les ai habillés comme des grands, mais, comment dirais-je, comme des grands enfants. Et Bien ils ont sûr. pu se, comment dire, tout ça parce que j'avais 2 filles. S'il n'y avait pas eu d'enfants, il est possible que je n'y ai pas pensé. Et un jour, j'ai lancé une marque qui était, comment dirais-je, qui a été très connue, puis que ça s'appelait Les Enfants Terribles. Oui, c'est vrai, on Et s'en j'en ai souvient. habillé du monde. Hein. Oui, c'est sûr. Alors, du monde, vous en avez habillé. Vous avez aussi habillé des stars. Beaucoup de gens connus de l'époque vous ont rejoint, par exemple. Par exemple, j'ai habillé Johnny Hallyday, j'ai habillé Sacha Distel, j'ai habillé Gainsbourg, Et j'ai les habillé femmes. Sophia Loren, Voilà. j'ai habillé Madame Kennedy, la femme du président. Vous l'aviez J'ai rencontrée habillé la cour du Shah d'Iran. Vous l'aviez rencontrée, j'ose pas Madame vous dire, parce que Kennedy si je commence à vous énumérer tout le monde, on est encore là ce soir, je vous D'accord. préviens. Mais Madame Kennedy, vous vous en souvenez bien? Non, moi je ne l'ai pas rencontré personnellement. d'accord. J'ai rencontré Sophia Loren, etc. Tout ça. Mais aux États-Unis, non, j'avais un dépositaire à New York. Alors ça s'est passé très simplement. Je voulais pas lancer de département femmes, j'étais trop occupé avec les hommes. Mais à la demande express de mon meilleur diffuseur aux États-Unis à New York, j'ai accepté de lui faire une centaine de blazers de femmes. Je livre. 2 jours après, je reçois, à l'époque c'était des téléx, c'était pas des Bien messages. sûr. Je reçois un téléx. Madame Kennedy sort d'ici et a acheté 3 blazers. C'était Jackie Ça a Kennedy, été, bien comment sûr. dirais-je, ça a été le coup de foudre, la locomotive, et c'est parti ensuite d'une façon extraordinaire. Bah, bien sûr. Voilà. Et puis, Elle lançait la mode, Jackie Kennedy, à l'époque. Alors, on trouve des photos absolument magnifiques, des groupes de rock habillés en Joseph Farnell. non, habillé en JH. En Farnell. JH Farnell, pardon. Parce qu'il y avait H, Oui. c'était mon frère. Bien sûr. Alors, votre frère, très vite, un petit mot. Mon frère, on était tous les deux comme les 2 doigts de la main. Malheureusement, il est parti trop tôt. Oui, bien sûr. Alors, les photos sont édifiantes. Soit on s'en souvient quand on était enfant. Moi, c'est des photos de mon enfance qu'on voit dans votre album. Soit on apprend l'histoire aussi, l'histoire du prêt-à-porter. Ça n'a pas toujours été simple. Et c'est un album absolument magnifique à offrir, à s'offrir. Je vais remontrer la couverture, la belle histoire du prêt-à-porter 1950-2000 et c'est paru
mjw-fédition.com. Un très très beau livre à se procurer et puis surtout à lire en famille, à feuilleter pour transmettre aux jeunes générations. Alors maintenant, Joseph Farnel, on va passer à un deuxième livre que j'ai absolument dévoré, Le bal de la Mercière, votre dernier roman. Des romans, vous en écrivez depuis des années. Il y a des romans d'amour, il y a des romans policiers, il y a des romans de guerre, il y a énormément de choses. Parfois, il y a tout en même temps, mais il y a des valeurs communes. Et les valeurs communes, moi, je les ai retrouvées dans Le bal de la Mercière. Étant donné la génération à laquelle vous appartenez, Joseph Farnel, vous avez été très, très marqué par la Seconde Guerre mondiale. Et il y a plus que de quoi. On en a des réminiscences aujourd'hui. Et ça, on le dit. J'ai oublié de dire que Le bal de la Mercière, c'est paru aux éditions Maello, M-A-E-L-O-H, donc on peut le commander. C'est difficile à prononcer. Voilà, Maello. Voilà, donc on va trouver facilement, on tape Le bal de la Mercière, Joseph Farnel. Ce roman, il comporte beaucoup de vos valeurs à vous. Alors, vos valeurs, par exemple, c'est que là, ça se passe, évidemment, on va pas tout dévoiler parce qu'il faut le lire. Mais ça démarre, on est en pleine occupation, il y a des histoires de résistance, il y a des histoires de salaud intégral. Vous témoignez dans presque tous les romans, il y a toujours un moment où où on parle de judaïsme d'une façon ou d'une autre. Il y a toujours un moment, c'est assez manichéen, mais en fait la période l'était. Écoutez, ça, de toute façon, je ne peux pas faire autrement parce que tout ça, j'ai vécu. Effectivement, je suis pas un vieillard, je suis un homme âgé, mais j'ai quand même vécu la guerre, le Shoah. J'ai eu beaucoup de chance puisque j'étais caché dans un petit village. D'ailleurs, l'histoire du bal de la Mercière se passe dans ce petit village que je connais bien. Pour en parler, dans lequel vous êtes retourné ? Dans lequel je retourne régulièrement. Qui s'appelle, je vous laisse saluer mes amis qui m'avaient protégé pendant la guerre. Et qui s'appelle le village ? Et le village s'appelle Lissandon. Voilà. Et c'est à 18 km de Brive. Et le chef-lieu, c'est la Pradélie. Enfin, quoi qu'il en soit, je l'ai pris. Il m'est arrivé à un moment donné d'un de mes voyages et de mes retours, de voir deux jeunes s'approcher d'un tableau et de poser une affiche. Le village était vide, il n'y avait personne, c'était triste. J'ai regardé l'affiche, c'était une invitation pour un match de rugby. Bon, cette image m'est restée quelque temps, puis un jour c'est revenu et j'ai pensé à la désertification. Alors ça, c'est autre chose. Voilà, oui, je voulais qu'on en parle. À la désertification des campagnes. Le maire du village se rend compte qu'après la guerre, les jeunes qui sont partis à la guerre, mais qui ont rencontré des cinémas, des terrasses, des dancing et tout, ne voudront pas revenir travailler. Alors il décide, avec la Mercière, de faire un bal tous les samedis, par exemple, et un complexe sportif. Ça marche, au détriment des vieux. Bien sûr, bien sûr. Parce que les vieux qui voulaient terminer calmement, il y a trop de bruit maintenant dans le village. Il se passe autre chose. Mais le livre n'est pas que ça. Non, c'est pas que ça. Alors, on voit à nouveau, moi, ce que j'ai pensé à la lecture, c'est qu'on voit à nouveau votre côté visionnaire. Le côté visionnaire que vous avez eu dans le prêt-à-porter, dans la confection, mais le côté visionnaire aussi sur ce que peuvent devenir les villages de France et ce qu'ils sont devenus, ce qu'ils étaient appelés à devenir après la guerre et dans les décennies qui ont suivi. Aujourd'hui, c'est très actuel. On en parle beaucoup de la désertification, par exemple de ces déserts médicaux, sans vouloir... Non, mais je suis d'accord, oui. Complètement d'accord, vous avez tout à fait raison. C'est un vrai problème. Aujourd'hui, l'agriculture, c'est mécanisé, c'est industrialisé, ça n'est plus du tout la même époque. Non, bien sûr. Tout ça, c'est perdu. Mais
indépendamment de ça, qui est un problème, qui est une situation importante, il y a également le fait de l'amour entre deux. Il y a un roman d'amour, mais difficile, très dur. Très dur. Difficile, très dur. Ouais. J'en dirai pas davantage, mais le livre, si vous... En fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup de règlements de compte dans ce livre. Oui, beaucoup. Mais c'est parce que moi, je règle mes comptes aussi. Vous avez des comptes à rendre. Voilà. C'est ce que j'ai ressenti à la lecture. J'ai vécu des périodes très difficiles. Aujourd'hui, je n'ai plus 20 ans, mais j'en ai même beaucoup plus d'ailleurs. Mais vous ne les faites pas, c'est pas grave. Et il est temps. Et comment dirais-je, je pensais, en écrivant ce livre, que ce serait le dernier que j'écrirais. J'en ai écrit à peu près quand même une petite quarantaine. On ne peut pas tous les citer. Mais, vous avez même, au début de votre carrière, vous aviez créé un héros israélien, je m'en souviens, on en avait parlé à l'époque et tout. C'était le titre. Ça, c'était parti sur une blague, d'ailleurs, parce que c'était un James Bond israélien. Voilà, et vous aviez déjà compris énormément de choses. Est-ce que vous avez présenté le bal de la Mercière dans le village où vous avez été caché? Écoutez, j'y suis retourné et j'ai été très déçu. Personne ne se souvient de rien. Il n'y a plus personne. Alors, bon, il est évident qu'il y a quelqu'un à Brive qui en a entendu parler et qui s'occupe d'une organisation justement très importante, qui l'a pris. J'attends des résultats. Mais pour l'instant, ils ne sont pas revenus. Quand j'ai écrit un livre qui s'appelait La balade du petit Joseph, qui était l'histoire de mon enfance. Bien sûr, pour lequel je vous avais reçu et qui est un très beau livre à se procurer également. Et alors, donc, j'étais retourné. J'avais dit la vérité sur mon livre. Et lorsque j'ai rencontré des paysans de l'époque, quelques années plus tard, ils m'ont dit, vous avez exagéré. Vous voyez? Parce que ils se sont resserrés entre eux. Il y avait des voyous, il y avait des sales mecs, je ne veux pas dire des gros mots. Il y avait des résistants et des collabos, voilà. Non, mais les collabos, mais enfin, c'était très dur. Et à partir de ce moment-là, ils étaient du village. Quelques années plus tard, ils sont revenus dans le village. Tout le monde a oublié. Voilà. Moi, non. Mais tout le monde a oublié. C'est ça qui fait votre force, Joseph Farnel, c'est que vous n'oubliez pas. Alors, Le bal de la Mercière, un très très beau roman, édition Maello, MAELOH.fr, et puis cette très très belle histoire, la belle histoire du prêt-à-porter 1950-2000, initié par Joseph Farnel, un livre magnifiquement illustré, je tiens à le dire, voilà, des cadeaux à se faire et à faire, à ne pas rater. Joseph Farnel, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin et quand vous le souhaitez sur Radio J. Au revoir, merci. Merci à vous, au revoir.